L'attraction sexuelle féminine ne se déclenche pas par des actions isolées. Elle ne naît pas de compliments bien choisis, ni de cadeaux, ni même d'efforts visibles. Elle ne s'active pas parce que tu fais tout correctement. Elle s'active à partir d'un état mental précis que tu projettes de manière constante, presque invisible. C'est une fréquence silencieuse que son cerveau primitif capte en quelques secondes avant même qu'elle ait le temps de réfléchir. Et lorsque cette fréquence est détectée, quelque chose s'éveille en elle, quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Ce que peu d'hommes comprennent, c'est que le cerveau féminin ne réagit pas d'abord à ce que tu fais, mais à ce que tu es intérieurement. Il ne lit pas tes intentions déclarées, il lit ta position. Et aujourd'hui, ce que je vais t'expliquer, c'est le mécanisme mental exact qui fait qu'une femme cesse de te percevoir comme un homme agréable, inoffensif, et commence à te ressentir comme un homme sexuel. Pas par magie, pas par manipulation, mais parce que son système instinctif te réinterprète complètement. Pendant longtemps, moi-même, je n'y croyais pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui a détruit toutes mes certitudes. Il s'appelait Fernando. À première vue, rien d'exceptionnel. Il n'était ni grand, ni particulièrement beau, ni riche. Il ne s'habillait pas comme un mannequin. Et pourtant, les femmes le cherchaient, pas poliment, intensément. Des femmes attirantes, intelligentes, avec des options, entraînent presque en compétition pour capter son attention. Et le plus troublant, c'est que ce n'était pas lui qui les poursuivait. C'était comme si elle ne pouvait pas l'éviter. Un jour, je lui ai demandé frontalement ce qu'il faisait pour provoquer cet effet. Sa réponse m'a presque agacé par sa simplicité. Il m'a dit « Je ne fais rien de spécial. Je maintiens simplement un état mental où je n'ai besoin de rien d'elle. Et ça les perturbe, parce que presque tous les autres hommes ont besoin de leur validation. Moi, non. » À ce moment-là, je n'ai pas compris. Mais des années plus tard, après avoir étudié la psychologie évolutive et les neurosciences de l'attraction, tout s'est assemblé avec une précision glaçante. La remindère clé psychologique que tu dois comprendre s'appelle le positionnement mental de choix. Et c'est bien plus profond que ce que tu imagines. Il existe une différence brutale entre un homme qui entre dans une interaction en cherchant à être accepté et un homme qui entre en évaluant si ce qu'il voit mérite son temps. Cette différence n'a pas besoin d'être exprimée. Elle se ressent. Et le cerveau féminin la détecte en moins d'une seconde. Avant même que tu ouvres la bouche, ton corps parle. Lorsque tu te positionnes comme candidat, comme quelqu'un qui espère plaire, tout en toi communique la poursuite. Ton buste s'incline légèrement vers l'avant. Ton débit de parole s'accélère. Tes phrases cherchent à convaincre. Tu essayes inconsciemment de démontrer pourquoi elle devrait te choisir. Et son cerveau primitif enregistre immédiatement un signal de faible valeur. Pas par méchanceté, mais par programmation biologique. Elle interprète. S'il essaie autant de m'impressionner, c'est probablement parce qu'il n'a pas beaucoup d'options. À l'inverse, l'homme qui se positionne comme celui qui choisit fonctionne différemment. Il ne modifie pas son énergie en entrant. Il n'essaie pas de s'adapter pour s'insérer. Il observe, il mesure, il décide. Son axe interne reste stable, et cette posture silencieuse change instantanément la perception instinctive. Sans dire un mot, il communique. Je ne suis pas ici pour quémander ton attention. Je suis ici pour voir si tu vaux la mienne. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'absence de besoin. Et cette différence est cruciale. Le cerveau féminin est programmé par des millions d'années d'évolution pour distinguer ces deux états. Les femmes qui choisissaient des hommes avec des ressources, du statut et surtout des options avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Cet instinct n'a jamais disparu. Il s'exprime simplement de manière plus subtile aujourd'hui. Quand elle perçoit que tu as des options, que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet, ta valeur perçue augmente brutalement. Et cela se manifeste dans des détails très concrets. Tu ne te précipites pas pour combler chaque silence. Les silences inconfortables
ne sont inconfortables que pour celui qui cherche une validation. Pour toi, ce sont simplement des pauses. Tu n'es pas pressé, tu n'as rien à prouver. Lorsqu'elle exprime une opinion, tu ne te jettes pas immédiatement pour être d'accord. Tu prends une seconde, tu réfléchis, et tu réponds depuis ton propre jugement, pas depuis le désir de plaire. Et quand l'interaction touche à sa fin, tu ne la prolonges pas artificiellement par peur qu'il n'y ait pas d'autre opportunité. Tu termines quand toi tu décides que c'est le moment, pas quand l'énergie est épuisée. Cette capacité à contrôler le rythme de l'échange communique du leadership. Et le leadership, au niveau instinctif, est associé à la protection et à la direction. Mais voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Ce positionnement ne peut pas être simulé longtemps. Ce n'est pas un rôle. Ce n'est pas une technique. Il doit être réel. Il doit venir d'un endroit où ta vie a réellement de la valeur, où tu poursuis quelque chose qui te dépasse, où tu n'as pas besoin de l'approbation féminine pour te sentir entier, parce que si tu fais semblant, elle le sentira. Les femmes possèdent un radar exceptionnel pour l'authenticité. Le vrai travail n'est donc pas d'apprendre à agir comme quelqu'un qui choisit, mais de devenir quelqu'un qui a réellement des options. Quand ce positionnement est authentique, tu n'as plus besoin de réfléchir à ton comportement. Tu es simplement présent, et elle le ressent. Le résultat est silencieux, mais dévastateur. Tu cesses d'être perçu comme quelqu'un qui cherche l'acceptation, et tu commences à être lu comme une source de valeur. Non pas à cause de ce que tu dis, mais précisément parce que tu n'as pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Et c'est précisément à partir de ce point que la dynamique change profondément. Parce qu'une fois que tu occupes cette position intérieure, tout ce que tu fais ensuite est amplifié. C'est là qu'entre en jeu un mécanisme encore plus subtil, mais infiniment plus puissant, la tension cognitive sexuelle. Peu d'hommes en comprennent la nature réelle, et presque aucun ne sait la maintenir sans la détruire. Le désir ne naît pas quand tout est clair. Il ne se renforce pas quand tout est expliqué, sécurisé, rendu prévisible. Le désir se développe dans l'espace ouvert, dans ce qui reste partiellement irrésolu. Les neurosciences l'ont montré de façon constante. La dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la motivation, ne répond pas à ce qui est acquis. Elle répond à l'anticipation, au contraste, à l'incertitude maîtrisée. Quand tout est donné trop tôt, le système nerveux se relâche. Et un système relâché ne désire pas, il se repose. L'erreur classique consiste à croire que montrer son intérêt clairement crée de l'attraction. En réalité, cela crée surtout une clôture. Lorsque tu confirmes trop vite, lorsque tu rends tout explicite, tu fermes le circuit avant même qu'il ait eu le temps de se renforcer. Son esprit cesse de travailler sur toi. Il n'a plus rien à explorer, plus rien à imaginer. Et quand l'esprit s'arrête, le corps suit. À l'inverse, quand tu laisses juste assez d'éléments ouverts, quelque chose d'autre se produit. L'interaction se termine, mais son esprit, lui, continue. Elle repasse certains mots. Elle interprète un silence. Elle se demande pourquoi tu as répondu de cette façon. Et plus son esprit travaille, plus les connexions neuronales associées à toi se renforcent. Le désir se construit précisément dans cet espace intérieur que tu n'as pas rempli. Cela ne signifie pas parler moins par stratégie ou jouer à être mystérieux de façon artificielle. Il s'agit de dire suffisamment pour éveiller, jamais pour saturer. Une réponse incomplète mais assurée. Une présence stable, sans besoin d'insister. Tu ne te caches pas, tu ne fuis pas. Tu refuses simplement de tout livrer immédiatement. Tu alternes naturellement des moments de pleine attention avec de légers retraits, non pour manipuler, mais pour maintenir le champ vivant. Ce principe était déjà compris intuitivement par les stratèges les plus fins. Celui qui révèle tout d'un coup perd son avantage. Le pouvoir réside dans la révélation progressive, dans le fait de montrer assez pour intriguer, jamais assez pour fermer le mystère. Quand tu maîtrises cela, tu deviens une énigme fonctionnelle, pas une énigme confuse, mais une présence que son cerveau a besoin de résoudre. À ce stade, une transformation silencieuse s'opère.
Elle commence à penser à toi après la rencontre. Elle s'interroge. Et chaque pensée renforce l'association. Tu deviens progressivement une partie de son paysage mental. Et c'est précisément là que naît le désir réel. Non pas dans ce que tu demandes, mais dans ce que son esprit construit sans que tu sois présent. C'est alors qu'intervient une autre dimension décisive, la domination émotionnelle visible. Il existe dans chaque interaction un moment où l'atmosphère teste ta stabilité. Une remarque ambiguë, un silence soudain, une provocation légère. Ce moment n'est pas anodin. C'est là que presque tout se joue. Non pas dans ce que tu dis, mais dans ta capacité à rester centré. Le cerveau féminin interprète la stabilité émotionnelle sous pression comme un signal profond de leadership. Ce n'est pas une évaluation morale, c'est biologique. L'erreur fréquente consiste à vouloir apaiser immédiatement la tension, à expliquer, à compenser, à ajuster son comportement pour restaurer le confort. Mais ce réflexe communique exactement l'inverse de ce que tu souhaites. Il communique l'anxiété. Et l'anxiété signale une perte de contrôle interne. La domination émotionnelle visible n'est ni froideur ni dureté. C'est la capacité à ressentir la tension sans s'y soumettre, à maintenir ton rythme interne même lorsque l'environnement essaie de te déstabiliser. Concrètement, cela signifie ne pas réagir immédiatement à chaque stimulus émotionnel. Laisser un espace, soutenir ton ton, ne pas chercher à résoudre chaque micro-déséquilibre sur le moment. Tu maintiens l'atmosphère au lieu de t'en échapper. Quand tu fais cela, quelque chose d'essentiel se produit de l'autre côté. Le test perd sa force. L'attente de réaction ne se confirme pas. Sa lecture s'ajuste. Elle réalise qu'elle ne peut pas te sortir de ton centre. Et cette réalisation est profondément attirante, parce qu'elle signale une maturité émotionnelle réelle, pas une confiance jouée. Une stabilité issue de quelqu'un qui s'est déjà observé sous pression et ne s'est pas perdu. Cette stabilité se renforce encore davantage lorsque tu maîtrises le rythme social. Le rythme, c'est qui initie, qui intensifie, qui termine. Non pas par contrôle, mais parce que tu as réellement ta propre vie, ton propre agenda, tes propres priorités. Tu ne réponds pas toujours instantanément, non par stratégie, mais parce que tu es engagé ailleurs. Tu n'acceptes pas chaque proposition, parce que ta vie ne tourne pas autour d'une seule interaction. Et lorsque vous êtes ensemble, tu sais conclure au sommet de l'énergie, avant que celle-ci ne retombe. Ce contrôle naturel du rythme est rare. La majorité des hommes sont toujours disponibles, toujours accessibles, toujours prêts à prolonger. Et cette disponibilité constante efface progressivement la valeur perçue. À l'inverse, quand tu incarnes ton propre tempo, une inversion subtile se produit. Si elle veut entrer dans ton univers, elle doit s'y adapter. Et cette inversion transforme l'intérêt en poursuite. À ce stade, les bases sont posées. Le positionnement de choix, la tension cognitive et la stabilité émotionnelle ne sont pas des techniques isolées. Elles forment une structure interne à partir de laquelle tout le reste prend une puissance décuplée. Et ce qui vient ensuite ne fonctionne que si cette fondation est déjà en place. À partir de cette fondation, tout ce que tu projettes commence à être lu différemment, parce que son cerveau n'analyse plus des gestes isolés, mais une cohérence globale. C'est ici que les éléments suivants entrent en jeu, non comme des astuces séparées, mais comme des amplificateurs d'un état déjà présent. Un homme qui possède une direction de vie claire émet un signal que le cerveau féminin reconnaît instantanément. Il ne s'agit pas d'ambition bruyante, ni de discours grandiloquents, mais d'un axe interne perceptible. Quand tu parles de ce que tu construis, de ce qui t'absorbe, de ce vers quoi tu avances, sans chercher à impressionner, tu actives un marqueur profond, la projection dans le futur. Évolutivement, un homme sans direction est un homme imprévisible. Un homme avec une trajectoire lisible incarne la stabilité, la continuité, la capacité à mener. Et cette perception agit bien avant toute réflexion consciente. À cela s'ajoute le regard.
Le contact visuel stratégique n'est pas une fixation intrusive, mais une présence soutenue. Tenir le regard une fraction de seconde de plus que la norme, sans tension, sans rigidité, crée une forme d'intimité silencieuse. Les études montrent que ce type de contact visuel favorise la libération d'ocytocine, l'hormone du lien. Mais ce n'est pas une question de technique oculaire, c'est le reflet d'un esprit qui ne fuit pas, d'un homme à l'aise dans le face-à-face. Et cette aisance se ressent immédiatement. Puis vient un facteur que beaucoup sous-estiment, la compétence sociale naturelle. Pas celle qui cherche à dominer, mais celle qui circule avec fluidité. La manière dont tu interagis avec un serveur, un inconnu, un ami, ton ton, ton calme, le respect que tu manifestes sans soumission ni supériorité. Quand les autres te répondent avec aisance ou déférence, son cerveau enregistre un signal de statut. Tu n'as rien à déclarer, tout est déjà visible. La présence physique, elle aussi, joue un rôle essentiel lorsqu'elle est calibrée. Il ne s'agit jamais d'envahir, mais de ponctuer. Un contact bref, naturel, au bon moment. Une main posée pour guider, un effleurement discret en marchant. Ces micro-connexions éveillent le système nerveux sans déclencher de défense. Elles créent une tension sensorielle subtile, jamais explicite, mais profondément mémorable. Le corps commence à réagir avant que l'esprit ne formule une conclusion. Et pourtant, malgré tout cela, une dernière clé surpasse toutes les autres. Parce qu'elle ne fonctionne que si tout ce qui précède est déjà en place. C'est elle qui allume réellement l'étincelle. Elle consiste à maintenir un état de non-besoin tout en exprimant un intérêt sélectif. C'est ici que la plupart échouent. Soit ils deviennent trop détachés, et l'absence d'intérêt est interprétée comme de l'indifférence. Soit ils deviennent trop investis, et l'intérêt est perçu comme un manque. L'équilibre est rare, mais lorsqu'il est maîtrisé, il est dévastateur. L'attraction sexuelle féminine repose sur deux conditions apparemment contradictoires. Premièrement, tu n'as pas besoin d'elle, ta vie est déjà pleine, ton identité est stable. Deuxièmement, tu l'as choisie. Parmi d'autres options possibles, tu ne la poursuis pas par défaut, tu la sélectionnes. Cette combinaison envoie un signal extrêmement puissant. Haute valeur, rareté, sélectivité et reconnaissance ciblée. Son cerveau interprète cela comme la validation maximale, non pas parce que tu la désires, mais parce que tu pourrais ne pas la choisir et que pourtant tu le fais. Dans la pratique, cela se traduit par une expression mesurée. Tu montres ton intérêt, mais jamais dans la précipitation. Tu complimentes, mais de façon spécifique, jamais générique. Tu offres ton temps, mais pas tout ton temps. Chaque geste communique. Je te donne ceci parce que je l'ai choisi, pas parce que j'en ai besoin. C'est précisément ce que comprenait Machiavel avec une lucidité implacable. Le véritable pouvoir n'est pas de désirer, mais d'être désiré. Et une fois que tu es désiré, le choix conscient de l'attention multiplie ce pouvoir. Gouverner ton état interne, c'est gouverner la manière dont les autres te perçoivent. Lorsque tu maintiens ce cadre mental, positionnement de choix, tension cognitive, stabilité émotionnelle, rythme maîtrisé, direction claire, présence sociale fluide et non-besoin sélectif, tu n'as plus besoin de technique, tu deviens le point de référence. L'attraction n'est plus quelque chose que tu demandes, c'est quelque chose qui émerge autour de toi. Mais cette connaissance est puissante, et tout pouvoir implique une responsabilité. Ces mécanismes existent indépendamment de toi. Ils font partie de la biologie humaine. Tu peux les utiliser pour créer une connexion réelle, profonde, durable. Ou tu peux les utiliser pour manipuler, accumuler, détruire. Le choix t'appartient. Utilisée avec intégrité, cette compréhension permet de bâtir une relation où l'attraction ne s'éteint pas, parce qu'elle repose sur un état vivant, pas sur un effort constant. Une relation où chacun grandit, au lieu de se consumer.
L'attraction sexuelle ne se réclame pas. Elle se crée à partir d'un état intérieur juste. Et lorsque cet état est stable, cohérent et incarné, le désir cesse d'être un problème à résoudre. Il devient une conséquence naturelle de qui tu es.